Pour une première expérience de marche solitaire, j'avais rêvé un chemin peu fréquenté, aux paysages variés et offrant une itinérance riche en découvertes. Je souhaitais également traverser les saisons, débuter fin de l'hiver sur les hauts plateaux pour finir 2 semaines plus tard au soleil de l'été provençal en ayant profité du printemps sur les chemins. C'est ainsi que je me retrouvais à Nasbinal ce 29 avril avec le projet de rallier Avignon 300 km plus loin en parcourant le tout nouveau chemin d'Urbain V. Blotti dans un repli du plateau de l'Aubrac, Nasbinal, étape sur le chemin de Saint-Jacques, est donc aussi le point de départ du GR 670, inauguré en 2014. Il a été imaginé autour de la vie et de l'œuvre du pape Urbain V. Pape humaniste, grand diplomate, généreux bâtisseur, visionnaire européen et symbole de toute une époque médiévale. Le chemin d'Urbain V traverse l'Aubrac, les Causses, le Mont-Lozère, les gorges du Tarn, les Cévennes, les Garrigues pour finir sur la vallée du Rhône à Avignon, au Palais des Papes. À la sortie du village, je peine à trouver le début du GR. Urbain V a visiblement moins de succès que Saint-Jacques. Enfin, l'Aubrac, beau, austère, encore sous l'emprise de cette fin d'hiver, m'offre ses sentiers bordés de murets de pierres sèches. Cette première journée s'écoule au rythme de mes pas, entre sentiers et petites routes goudronnées. Peu de monde, une douce lumière, je cherche mon rythme, essayant d'accorder le corps et l'esprit, le paysage et mon monde intérieur. Havre de paix amarré à des récifs de granit, le refuge des Rajas émerge de la lande en fin d'après-midi. Devenu culte à la suite du film Saint-Jacques-la-Mecque, l'arbre solitaire planté devant l'entrée est bien le seul endroit où ça capte. C'est donc le lieu de rendez-vous des accros du portable. Au petit matin, je quitte les Rajas que dissimulent des bancs de brume. Puis, par une route forestière ouvrant une tranchée dans un sombre bois de conifères, je gagne le col du Trébattu. Là, le sentier se divise. D'un côté, le GR 60 pique vers le sud en direction de Saint-Guilhem-du-Désert, tandis que le GR 670 part à gauche et s'engage dans une sente étroite qui dévale la pente. Perdant rapidement de l'altitude, je quitte l'hiver pour le printemps fleuri et ses vertes prairies. Dominé par le truc de la Fare, dernier culot volcanique de l'Aubrac, le monastier somnole sur la rive droite de la Colagne. Ce bourg doit son nom à un monastère bénédictin fondé ici en 1062. En 1320, le jeune Guillaume,
Âgé alors de 10 ans, vint y étudier sous la direction de son oncle abbé Deslieux, puis, après des études à Montpellier, le futur pape Urbain V revint ici prendre la robe de bénédictin avant d'y être ordonné prêtre en 1334. Devenu pape, il restera très attaché au monastère de sa jeunesse. Il fera agrandir l'église, où ses armoiries sont toujours visibles, et, pour la protéger des attaques en ces temps si troublés, édifiera à ses frais une tour de guet et des fortifications. Le lendemain, je quitte le monastier en remontant sur l'autre versant de la vallée. S'ensuit un plateau agricole. Puis après une belle descente, me voici au pied du Truc de Grèze, piton calcaire de 1012 mètres d'altitude, portant à son sommet des vestiges d'une forteresse redoutable. Le village perché jouit d'une superbe vue qui se mérite à la force des mollets. Les miens ne se portent pas trop mal, par contre, le sac, trop lourd et sûrement mal adapté, commence à me peser sur les épaules et sur le moral. Qui a dit que le poids du sac reflétait le poids de nos peurs ? Basculant de l'autre côté du truc, je dois remonter l'autre versant abrupt avant d'entamer une longue descente vers Sénaré. Enfin, c'est l'arrivée à Barjac, étape de ce soir. Au programme de ce jour, une courte étape, entre prairies et forêts, doit me mener à la ville de Mende. Le départ est léger, printanier. Mais sur la fin du trajet, le balisage modifié oblige à un long détour, me faisant craindre de m'être égaré. Établie dès le VIe siècle au pied du mont Mima, la ville de Mende s'étire sur les rives du Lot, entre Auvergne et Languedoc. Le pape Urbain V a joué un rôle majeur dans l'introduction de l'art gothique en Gévaudan. Jusqu'à sa mort en 1370, il finança nombre de monuments dans sa province natale, dont la cathédrale de Mende, siège du diocèse. Le lendemain, le chemin passe par l'ermitage Saint-Privat. C'est ici, dans une grotte naturelle, que se cachait l'évêque Saint-Privat lors de sa capture au IIIe siècle. En 1170, l'évêque de Mende en fit un lieu de pèlerinage suite à une série de miracles. Aujourd'hui, le site semble abandonné de Dieu et des hommes. Pourtant, tout ici appelle à la contemplation.
Puis par des routes et chemins campagnards, je gagne Lanuéjouls. À l'entrée, un site historique mérite l'arrêt. Longtemps resté à demi enfui sous la terre et les pierres, voici l'un des rares mausolées gallo-romains de France, un chef-d'œuvre d'architecture presque unique en son genre. La qualité de la construction est aussi parfaite que celle d'un temple de Rome. Et dans le village, l'église Saint-Paul est l'une des plus belles églises romanes du département. Construite au XIIe, elle fut épargnée par les guerres de religion. En fin d'après-midi, j'arrive à Saint-Étienne-du-Val-d'Aunaise, sous un temps maussade, village désertifié au profit d'un lotissement dortoir sans âme édifié en périphérie. Quittant la vallée endormie dans le brouillard matinal, je monte vers le plateau du mont Lozère, espace rude, situé à une altitude moyenne de 1200 mètres. Perdu au milieu de nulle part, j'arrive à Lafage, petit village blotti au pied du mont Lozère granitique. Lafage, célèbre pour son clocher de tourmente, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il n'en existe que quelques exemplaires dans la région. Lors des épisodes neigeux ou par temps de brouillard, comme lors des tempêtes qui soulèvent la neige poudreuse, on sonnait la cloche de l'intérieur d'une maison pour signaler le village aux malheureux perdus dans la tourmente. Avant de plonger vers les gorges du Tarn, le chemin traverse la Chame des Bondons, deuxième site d'Europe en nombre de mégalithes. Dressé au bord du chemin, dans les champs, témoin muet d'un passé mystérieux, impassible, il semble interroger le marcheur. « Où vas-tu ? Pourquoi es-tu si pressé ? Quelle vanité te pousse toujours plus loin, toujours plus vite ?» Le temps qui tourne à l'orage, les traces d'incendies récents rendent l'atmosphère oppressante. Alors par des sentiers parfois à peine visibles, je dévale vers Ispagnac, descente longue et parfois pénible. De toute la journée, je n'ai croisé personne, comme tous les jours précédents d'ailleurs. Je cherchais la solitude, je suis servi. Le seul hameau traversé semble abandonné, en proie aux fantômes. Quittant Ispagnac au petit matin, je franchis le Tarn sur le pont gothique voulu par Urbain V pour permettre aux pèlerins venus de toute l'Europe de se rendre sans risque dans le petit village de Quézac, y vénérer une Vierge Noire miraculeuse à l'histoire mouvementée. Au XIe siècle, un paysan labourait son champ quand ses bœufs refusèrent d'aller plus loin. Intrigué, il fouilla le sol et découvrit une statue gardant un antique bassin.
Fée des eaux pour certains, elle fut immédiatement récupérée par le clergé et transformée en Vierge Marie. Une chapelle fut édifiée à l'endroit de la découverte, qui devint église paroissiale en 1052. Et très vite, les pèlerins affluèrent. En 1365, pour mieux vénérer cette Vierge, Urbain V créa ici une collégiale qui l'enrichit d'un reliquaire en vermeil contenant un cheveu de Marie. Je reprends le chemin qui s'élève rapidement, se perd plus ou moins dans des taillis, serpente dans des champs improbables. Après le passage d'un col, je longe depuis la crête le Tarn, avant de basculer sur Florac, retrouvant le chemin de Stevenson déjà emprunté auparavant. Enfin, par un chemin campagnard, je gagne Bédouès. C'est dans ce village que le jeune Guillaume venait à la messe avec ses parents depuis Grisac, son village natal éloigné d'une dizaine de kilomètres et qui sera mon étape de demain. Devenu pape, il construisit cette chapelle dédiée à Marie et fonda une collégiale dotée de chanoines à qui il demanda de célébrer des messes pour le repos de l'âme de ses parents enterrés dans l'église. En ce début de journée, empruntant pour quelque temps le chemin de Stevenson à rebours, je monte lentement dans une forêt de pins. Pour quelques jours, me voici en plein cœur du parc des Cévennes. Puis quittant le GR70, je descends dans un vallon. J'entame ensuite une longue montée sur une ancienne route empierrée construite par les habitants de Grisac. J'ai vraiment l'impression de mettre mes pas dans ceux d'Urbain V lorsque, enfant, il empruntait ce chemin pour se rendre à la messe dominicale à Bédouès. Grisac et son château où naquit Guillaume Grimoard en 1310. Détruit, reconstruit, rénové, c'est désormais une propriété privée. C'est également depuis ce village que partit en juillet 1704 un groupe de protestants pour Pont-de-Montvert afin de délivrer des fidèles captifs de l'abbé du Chélat. L'assassinat de ce dernier allait déclencher la guerre des Camisards. Longue et belle étape aujourd'hui. De superbes paysages, de gros dénivelés, de belles lumières, voilà le programme de la journée. Ce sera une marche solitaire, sans village traversé, au cœur du Bougès sauvage.
début d'après-midi, j'entame une descente de 900 mètres dans la Caillasse vers Saint-Privat. Puis le tracé devient fantaisiste. Fraîchement modifié pour contourner des propriétés privées, il louvoie à flanc de coteau. Beaucoup de gros dénivelés sur l'étape de ce jour, en direction de Saint-Germain-de-Calberte. Rudes montées, descentes abruptes au fond de ravines improbables, sentiers de chèvres à peine visibles, les Cévennes profondes se méritent, mais offrent aux marcheurs leur beauté sauvage. Saint-Germain, étape sur le chemin de Stevenson, est la commune la plus étendue de Lozère avec 126 hameaux. C'est ici que le pape Urbain V fonda en 1363 un stadium, sorte de séminaire avant l'heure. Les jeunes étudiants y recevaient une solide formation financée par le pape avant d'aller passer leur examen à Avignon. Malheureusement, il ne reste rien de ces édifices. Longue journée aujourd'hui pour rallier Saint-Jean-du-Gard. Je retrouve le GR70, le chemin de Stevenson déjà arpenté quelques années auparavant. Pour la seule journée de mon périple, je vais marcher en compagnie d'autres randonneurs. Arrivé au col de Saint-Pierre, je découvre que le GR a été modifié suite à des éboulements. Le nouveau tracé, encore mal marqué, serpente dans des sous-bois touffus avant de s'engager sur des coupes par feu créées par l'ONF. Pour corser le tout, un orage menace. Ce sera le seul de tout mon périple. Et c'est l'entrée dans Saint-Jean-du-Gard, simple étape pour moi, terminus pour mes compagnons d'un jour. Le lendemain, j'entame la descente dans les plaines du Gard. Ce sera la dernière étape dans les Cévennes. La première partie de la journée est assez champêtre et agréable. Garrigues, joli village, pont des Camisards sur le Gardon, musée du désert.
Puis le balisage devient incertain, emprunte des routes, traverse des zones habitées pour enfin arriver à Anduze. La montagne est définitivement derrière moi. Voici les garrigues et les vignes, les oliviers et les maisons de calcaire. Et un balisage approximatif avec un chemin qui emprunte souvent des portions de route, traverse des villages déserts, slalom entre des propriétés privées, traverse des zones cultivées. L'été est là, la chaleur commence aussi à se faire sentir sur les chemins caillouteux. Le soir, je plante ma tente au Cardet, petit village à l'allure très méridionale. En ce début de matinée, le chemin suit le Gardon, offrant sa fraîcheur sous les frondaisons. Puis l'itinéraire traverse des champs de céréales. Certains cultivateurs semblent avoir reçu le message « on veut des coquelicots », tandis que d'autres paraissent plus réticents. Enfin, c'est l'arrivée à Vezenobre, très beau village médiéval accroché à sa colline et réputé depuis des siècles pour ses figues que les habitants faisaient sécher sous les calabères, terrasses abritées des maisons. En une courte étape, sur un terrain plat, dans un paysage souvent sans intérêt qui fatigue le corps et l'esprit, je me dirige vers Russan, d'où je partirai explorer les balcons du Gardon. Je n'apprécie guère ces étapes où l'on marche juste pour aller d'un point à un autre. C'est dans ces moments que le sac semble peser le plus lourd. Mais même dans ces tronçons, je m'efforce de garder l'esprit alerte, attentif à l'instant présent, ouvert sur ce qui m'entoure. Arrivé tôt à l'étape, je peux consacrer l'après-midi à la découverte du sentier qui domine les gorges du Gardon.
Par des paysages typiquement méditerranéens et par une chaleur accablante, je me mets en route pour Uzès. Seul intérêt sur le chemin, ses constructions en pierre, les cabanes de Blozac. De leur nom officiel capitel, ce sont des constructions de pierre sèche édifiées entre le XVIIe et le XXe siècle pour servir d'abri ou d'entrepôt. Arrivé tôt dans l'après-midi, je peux profiter de l'étape à Uzès, ville très méridionale, aux ruelles et places fraîches et festives. Le chemin de ce jour va suivre l'ancien aqueduc romain construit un peu avant notre ère et qui, en une cinquantaine de kilomètres, a cheminé l'eau depuis la région d'Uzès jusqu'à Nîmes. En fin d'après-midi, j'arrive à cette merveille du génie humain qui défie les siècles, le pont du Gard, 275 mètres de long pour 50 mètres de haut. Le chemin jusqu'à Avignon emprunte des routes, traverse des zones commerciales, paysages urbains sans grand intérêt. Et c'est l'éblouissement à l'approche d'Avignon. Neuf papes se sont succédés à Avignon au XIVe siècle. Le palais des papes, imposante forteresse et palais somptueux, est le symbole de la puissance de la chrétienté et du pouvoir temporel et spirituel qu'exerçait la papauté à cette époque. Ici s'achève ce périple riche en découvertes. Un peu plus sportif que le chemin de Stevenson, il est aussi plus varié, moins fréquenté et donc moins pourvu en hébergement. Mais ce fut une belle aventure en immersion dans une superbe nature.